C'était normalement un jour comme les autres. Un matin, une mère de famille est très préoccupée. Sa fille ne s'est toujours pas montrée. Même s'il est toujours difficile de se lever un lundi matin, ce n'est jamais au point d'être en retard. La mère ne tient plus. Elle avance jusqu'à la chambre de sa fille. N'obtenant aucune réponse de sa part après avoir frappé, elle entre. Ce qu'elle s'apprête à découvrir changera sa vie à jamais. Eh bien mes amis, aujourd'hui je vais vous parler de l'affaire Emma Walker. Accrochez-vous bien parce que je pense que cette affaire va vous énerver. Et vous allez voir pourquoi. On vit dans un monde de fous, bordel. Ouais. Ça fait déjà 3 ans que je découvre des affaires criminelles et je peux vous dire qu'en 3 ans, je suis toujours autant choqué. Bref, je vais pas vous spoil et on va pas perdre plus de temps. Je vais vous demander de vous installer tranquillement et de vous laisser emporter par ma voix. Notre histoire prend place à Knoxville, dans l'état du Tennessee. Le Tennessee se trouve dans la partie est des États-Unis. Emma Jane Walker est née le 20 mars 2000 à Knoxville. Elle est la fille de Jill et Mark Walker. Elle a aussi un frère cadet qui se nomme Evan. La jeune fille est scolarisée au Central High School. Elle se révèle être une brillante élève. Emma est sociale et solaire, ce qui va l'aider à faire beaucoup d'amis. Elle est décrite comme une belle personne, aimante et très attentionnée. L'adolescente participe à des activités au sein même de son établissement. Elle fait partie de l'équipe des Pom-Pom Girls. Elle s'investit dans la pratique et s'entraîne de nombreuses heures. Emma est une supportrice de choix pour l'équipe de football du lycée. Elle attend chaque match avec impatience. Emma apprécie également la danse et passer du temps en famille ou avec des amis. L'adolescente a en parallèle un emploi pour se faire un peu d'argent. Elle est employée à temps partiel dans un supermarché local. Sur le plan amoureux, Emma n'est pas un cœur à prendre. Elle fait la connaissance d'un certain William Riley. Elle est âgée de 14 ans et lui de 16 ans. Ils se rencontrent au sein du lycée. La personnalité de la jeune fille l'a rapidement fait remarquer auprès du garçon. William joue dans l'équipe de football et c'est également un élève brillant. Vous le savez, Emma est une pom-pom girl. Les deux jeunes gens se sont facilement rapprochés lors de rencontres sportives. Emma et William sont vus comme un couple parfait. La pom-pom girl et le joueur de football, ça coule de source, c'était logique. Ils débutent alors une relation en 2014. Emma partage rapidement son bonheur par le biais des réseaux sociaux. Au fil des sorties, le couple va prendre plein de photos. De nombreux souvenirs s'ajoutent, entre eux c'était l'amour fou. Entre les photos en intérieur et les selfies, les internautes ont de quoi suivre l'évolution du couple. Les deux adolescents aiment beaucoup passer du temps ensemble. Emma, qui aime ses sorties entre amis, les délaisse au profit de son petit ami. William n'apprécie pas spécialement que la jeune fille traîne avec d'autres personnes que lui. William est pourtant déjà engagé dans une autre relation. Quand l'histoire débute, il promet à Emma de mettre un terme à son couple. Il a fait cependant une promesse à sa petite amie de l'époque. Il doit la conduire au bal de promo de cette fin d'année. Et l'adolescent, selon lui, ne peut pas revenir sur sa parole. Eh, bizarre les relations aux États-Unis. D'où tu te mets avec quelqu'un alors que t'es avec quelqu'un ? Et ton argument, ça va être, je me mets avec toi, mais je reste encore avec l'autre parce que je lui ai promis Bref, ça n'a strictement aucun sens et c'est totalement irrespectueux. Et je peux vous dire que dans tout ça, Emma n'appréciait pas forcément. Et on peut comprendre. Mais malheureusement, elle n'avait pas son mot à dire. Les parents de la jeune fille l'apprennent et ne comprennent pas cette décision. L'adolescente n'écoute pas vraiment ses parents. Elle est amoureuse de William et ça, personne ne peut lui enlever. Le jeune homme lui a par ailleurs promis de la conduire en terminale à son propre bal de promo. Ici, la relation n'est pas vraiment linéaire. On est sur une relation qui s'arrête et qui reprend. Emma et William ont des disputes assez fréquentes. Cela intervient en général par message et via Snapchat. Le jeune homme est constamment sur son dos, même lors de leur phase de rupture. William a également tendance à attendre des heures à l'extérieur du lieu de travail d'Emma. Il ne rentre jamais à l'intérieur du supermarché. Juste il attend là qu'Emma termine sa journée. Ce genre de situation, je trouve ça très particulier, je trouve. Quand c'est une fois, je veux bien comprendre. William a hâte de retrouver sa petite amie et il l'attend à son lieu de travail. Mais plusieurs fois, tous les jours, laisse-la respirer. Au bout d'un moment, faut apprendre à faire confiance et la laisser vivre. Là, c'était beaucoup trop toxique. La famille d'Emma s'entend bien avec William au départ. Le jeune garçon est gentil et Emma est heureuse avec lui. Les débuts de la relation se déroulent à merveille.
William commence cependant à émettre des réserves au sujet des tenues vestimentaires d'Emma. Il invite l'adolescente à se vêtir selon ses désirs. Emma n'est pas toujours d'accord et le fait comprendre. Dans ces moments-là, la jeune fille est sujette à de terribles propos. Son petit ami lui déclare des choses comme « Je te déteste, je déteste tout à propos de toi. Tu sais quoi? Tu es déjà morte pour moi. » Étrangement, directement après avoir dit tout ça, des excuses arrivent dans la foulée. Le jeune homme regrette ses propos et fait tout pour se faire pardonner. Se faire pardonner après avoir dit tout ça? Moi je dis red flag. Et si un gars vous dit des choses pareilles, ne restez pas avec, hein. S'il vous plaît, pour votre bien, quittez-le. Parce que là, c'est n'importe quoi. Non, sérieusement, des gens comme ça dégage, tout simplement. Et les remarques que reçoit Emma ne se font pas toujours dans le privé. Comme toute adolescent de son âge, la jeune fille est sur son téléphone, même en présence de ses parents. L'adolescente reçoit des messages qui ne sont pas toujours appropriés. Gilles, la maman, les voit aussi et décide d'en discuter avec sa fille. Elle ne comprend pas la possessivité de William à l'égard d'Emma. Les amis de l'adolescente se préoccupent également de son bonheur. Ils sont au courant des disputes du couple. Ils sont même présents auprès d'Emma pendant certaines d'entre elles. La jeune fille écoute ses amis, mais passe au-dessus des conseils qu'on lui donne. Elle sait que son petit ami ne la traite pas correctement, mais elle se dit que ce n'est pas aussi grave qu'il le pense. Les parents se rendent compte que leur fille est dans une relation néfaste pour elle. Dans un premier temps, ils n'autorisent plus William à venir à la maison. Après ça, c'est le portable d'Emma qui est confisqué le soir. Jill et Mark, les parents, veulent préserver leur fille. Cette dernière se confie à son petit ami. Comme elle ne peut plus lui parler le soir, William trouve le moyen d'y remédier. Il va prêter un iPod Touch qu'Emma peut connecter facilement au Wi-Fi de la maison. Le couple continue de parler par le biais des réseaux sociaux. Évidemment, les parents de la jeune fille n'y voient que du feu. Pour les plus jeunes qui n'ont jamais connu l'iPod Touch, c'était un genre d'MP4 où tu peux écouter de la musique et regarder des petites vidéos, il me semble. Je me rappelle qu'à l'époque, tout le monde en voulait un. C'était vraiment la mode. Bref, le temps passe. Au fur et à mesure des ruptures, la relation se détériore véritablement. L'adolescente ne se retrouve plus dans cette vie amoureuse. Cela fait 2 ans maintenant qu'elle sort avec William. Le jeune garçon cumule des défauts plus ou moins oppressants. Il contrôle sa petite amie et se révèle manipulateur. Entre-temps, le jeune homme a quitté le lycée et il est entré à l'université. Les 2 jeunes gens ne partagent plus tout à fait le même quotidien. Ils ont désormais des amis et centres d'intérêt différents. Emma découvre que William profite de sa vie universitaire pour faire de nouvelles rencontres et notamment la jante féminine. Le jeune homme a été pris en photo en compagnie de plusieurs femmes et à plusieurs reprises. Cela ne plaît pas du tout à sa petite amie. Et tu m'étonnes. Du haut de ses 16 ans, Emma prend la décision de quitter William. Ici, la rupture est difficile à avaler pour l'étudiant. Les jours suivant l'annonce, William continue de contacter Emma par message. Cette dernière fait tout son possible pour ignorer les relances. Les choses sont claires de son côté. Elle ne souhaite pas donner une nouvelle chance à leur relation. William se sent désespéré. Le jeune homme décide de mettre un terme à ses jours. Il consomme de l'alcool ainsi que des médicaments en grande quantité. Malgré le mélange dangereux, William va s'en sortir. Et ici, il n'a pas été nécessaire de faire intervenir les secours. Les amis du jeune homme comprennent la détresse qu'il ressent. Ils interprètent ce geste comme un appel à l'aide. Le 21 novembre 2016, le foyer Walker se réveille progressivement. Une nouvelle semaine débute aujourd'hui. Tout le monde se prépare au sein de la maison, soit pour l'école ou pour se rendre au travail. Mais il manque une personne qui ne s'est pas réveillée. Emma n'a pas bougé de sa chambre depuis ce matin. Jill, la maman, ne s'inquiète pas plus que ça au départ. La jeune fille a certainement envie de traîner quelques minutes de plus au lit. Comme le temps passe, la mère décide de vérifier si sa fille est dans sa chambre. Elle s'approche de la porte et frappe plusieurs fois avant d'entrer. Emma ne répond à aucune de ces manifestations. Jill ne peut pas attendre plus longtemps. Sinon sa fille va être en retard pour le lycée. La jeune fille se trouve bien dans son lit à son arrivée. Elle a les yeux fermés et une couverture sur elle. Jill a beau lui parler ou la secouer à travers la couverture pour la réveiller, mais rien n'y fait. Emma n'ouvre pas les yeux. La mère de famille s'approche un peu plus. Elle constate rapidement que non seulement sa fille ne respire pas, mais que son corps est froid. La jeune fille est décédée. Sans attendre une minute de plus, les autorités sont directement contactées. Les agents se rendent rapidement à l'adresse indiquée. Ils découvrent cette pièce devenue scène de crime. La jeune fille est allongée sur son oreiller, sans que cela ne paraisse étrange. Il suffit de s'approcher un peu plus pour comprendre qu'Emma n'est pas seulement endormie. Une faible quantité de sang s'est déversée sur son oreiller, juste à côté de son oreille. La première hypothèse qui leur vient à l'esprit
est une mort provoquée par Emma elle-même. Une fouille est effectuée dans la pièce et dévoile quelque chose d'étrange. Un petit trou, comme celui laissé par un projectile d'arme à feu, se dévoile sur un mur. L'examen du corps de la jeune fille permet de savoir de quelle manière elle a perdu la vie. Elle a reçu un projectile de calibre 9 mm juste derrière l'oreille, pendant son sommeil. Et malheureusement, ça lui a été fatal. Elle est morte sur le coup. Emma est décédée dans les environs de 4 heures du matin. La nouvelle du décès d'Emma ne met pas longtemps à se faire savoir par tout le monde. Toutes les personnes qui la connaissaient sont choquées. Personne ne comprend pourquoi une jeune fille aussi appréciée a été tuée. Il n'y a pas que la famille d'Emma qui est complètement retournée par la nouvelle. Les amis de William soutiennent le jeune homme dans cette épreuve. Ils sont au courant que ses sentiments à l'égard d'Emma étaient toujours présents malgré la rupture. Le jeune homme était atteint par la disparition de l'adolescente. Il partage son désespoir depuis le premier jour sur les réseaux sociaux. Il fait part par le biais de messages de son amour pour la disparue. Et voici ce qu'il va dire dans l'un de ses messages. « Il n'y a pas un humain sur Terre qui puisse me faire ressentir ce que tu m'as donné. Tu me manques plus que tout. Tu vas rester dans mon esprit pour le reste de ma vie. Parce que personne ne peut combler le vide qui est dans mon cœur maintenant. » L'enquête débute rapidement suite à la découverte de la mort d'Emma. Les parents et les amis sont les premiers à apporter leur témoignage. Si souvent on ne sait pas qui aurait pu faire une chose pareille, ce n'est pas leur cas. Un prénom revient souvent, celui de William Gaul. L'adolescent ne supportait pas la situation suite à la rupture avec Emma. Il revenait sans cesse auprès d'elle, exerçant une pression au quotidien. Au moment du décès d'Emma, cela faisait seulement 2 semaines que le couple avait rompu. Le week-end de sa mort, Emma a vécu plusieurs événements particuliers. Dès le vendredi soir, l'adolescente a reçu des messages d'un numéro qu'elle ne connaît pas. L'expéditeur anonyme lui fait part de l'enlèvement de William. La jeune fille se trouve alors à une fête en présence de ses amis. Même si Emma n'est plus en couple avec lui, la jeune fille s'inquiète. Elle se confie à ses amis. William est finalement retrouvé dans un fossé, non loin du lieu où la fête est organisée. Emma et ses amis ne croient pas à l'événement qui a été décrit à la jeune fille. Le jeune homme rentre chez lui. Le lendemain, alors qu'Emma est seule à la maison, c'est une personne qui frappe à la porte. La jeune fille jette un œil à la fenêtre afin de savoir qui est le mystérieux visiteur. Elle est incapable de savoir de qui il s'agit. C'est visiblement un homme et il est entièrement vêtu de noir. Son visage n'était pas vraiment reconnaissable. C'était très difficile de savoir qui il était. Il a mis sa capuche ainsi que ses lunettes de soleil. Emma envoie des messages à ses amis afin de raconter ce qui se passe. Personne ne peut venir la voir. La jeune fille doit se résoudre à faire appel à son ancien petit ami. Elle ne souhaite rien de plus que sa visite. William ne doit pas s'attendre à ce que le couple se reforme. Ici, les détectives comprennent que la piste du petit ami est la voie à suivre pour le moment. Ils découvrent les messages postés sur les réseaux sociaux par ce dernier. Il a l'air affecté par le décès de l'adolescente. Les détectives se rendent auprès du jeune homme afin de l'interroger. Comme l'entourage d'Emma, William est questionné. Mais il assure ne rien avoir avec la mort d'Emma. Le jeune homme se trouvait d'ailleurs à Maryville la veille au soir. C'est à une vingtaine de minutes de route de Knoxville. Quand on lui parle de la fameuse arme à feu, il va nier l'avoir possédée. Il n'aurait jamais fait de mal à la jeune fille dont il était toujours amoureux. Le jeune homme ne fait pas vraiment bonne impression. Ses réponses sont vagues, ce qui le rend suspicieux. Il se tourne vers le cercle proche de William dans l'idée d'avoir des informations. William a 2 amis proches, Alex McCarthy et Noah Walton. Alex a des informations importantes à transmettre. Il parle du fait que William est en possession d'une arme à feu. Le jeune homme était dans un état préoccupant ces derniers jours. Il assurait craindre pour sa vie et celle d'Emma. Il parlait constamment de ces personnes dont il avait peur, sans révéler de nom. Par conséquent, le jeune homme a volé l'arme à feu de son grand-père. William a montré l'arme à Alex et ce dernier l'a même eu entre les mains. Alex ne devait parler à aucun moment de l'arme à feu. Suite à la mort d'Emma, William fait appel à ses amis. Il voulait désormais se débarrasser du pistolet. Il a admis qu'il ne voulait pas finir sa vie en prison. Une sorte de plan s'est mis en œuvre entre les détectives Alex et Noah. Ils doivent convenir d'une rencontre avec William et faire en sorte qu'il se confie à eux. Alex et Noah invitent alors William à une soirée jeux vidéo le lendemain de la mort d'Emma. Déjà, c'est bizarre. Il rejoint ses amis pour jouer aux jeux vidéo alors que son ancienne petite amie est morte quand même. Perso, si j'étais encore amoureux d'elle, je pourrais même pas jouer en fait. Je serais beaucoup mais beaucoup trop pensif. Bref, comme je le disais, les 3 amis se retrouvent le lendemain à jouer à des jeux vidéo. La discussion s'engage naturellement au cours des parties.
William demande à ses amis de mentir, notamment au sujet de l'arme qu'il possède. Il a trouvé un endroit sûr où il pourrait jeter le pistolet sans crainte. William pense au bluff, un lieu boisé à proximité du fleuve du Tennessee. Le jeune homme souhaite que ses amis l'accompagnent. Il envisage de programmer l'expédition à ce soir. Alex et Noah demandent à William de revoir sa position. Ils disent qu'il doit parler de l'arme à la police et leur donner s'il est innocent. Leur conseil ne sert à rien, il ne veut pas écouter. Alex et Noah font part du projet de William aux autorités. Ils doivent d'abord passer chez le beau-père de William pour récupérer un sac poubelle. Les deux amis restent à l'extérieur en attendant le retour de William. Ce dernier n'a pas voulu être accompagné. Il en avait pour quelques minutes. Il doit juste se rendre à la cave. Les détectives suivent le groupe et interpellent William au moment adéquat. Le jeune homme est en possession de plusieurs éléments le reliant au meurtre d'Emma. Il porte sur lui la fameuse arme volée chez son grand-père. Elle correspond à l'arme du crime. Dans le sac poubelle se trouvent aussi des vêtements noirs, du ruban adhésif noir, des baskets et une paire de gants. D'ailleurs, les vêtements noirs pourraient être ceux de l'individu dont Emma a eu peur. Ironiquement, la jeune femme a demandé à William de venir la rassurer, alors que c'était lui depuis le début qui était derrière tout ça. Une analyse est faite concernant l'arme à feu découverte en possession de William. Il s'agit bien de l'arme du crime, un Glock de calibre 9 mm. Les enregistrements jouent également à la défaveur de William. Les données de son téléphone contredisent ces dires. Le soir du meurtre, William se trouvait bien à Knoxville, à proximité du domicile des Walker. Sa présence coïncide à l'heure du décès de son ex-petit ami. Il a demandé à ce que ses amis mentent pour lui et a fait de fausses déclarations. La nouvelle de l'arrestation de William fait beaucoup de bruit dans la presse. Les articles titrent l'assassinat de la pop-up girl par un joueur de football. Jill, la mère d'Emma, est horrifiée quand elle tombe sur l'un de ces titres. « Je veux que les gens sachent que ma fille n'est pas seulement une pop-up girl assassinée. Elle était tellement plus que ça. » Une veillée est organisée au sein du lycée que fréquentait l'adolescente. De nombreux amis d'Emma ont fait le déplacement afin de soutenir les proches présents. C'est un moment particulier pour les élèves et les professeurs. En effet, ils connaissaient ou avaient côtoyé à la fois la victime et son meurtrier. Personne n'aurait soupçonné une chose pareille. Concernant William, il est incarcéré à la prison de Knox. Le jeune homme fait l'objet de 7 chefs d'inculpation le 25 janvier 2017. Parmi eux, nous avons meurtre au premier degré, harcèlement aggravé, falsification de preuves et utilisation d'une arme à feu lors d'un crime. S'il souhaite être libéré dans l'attente d'un procès, William doit verser une caution d'un montant très important. Et c'est chose faite. Une somme de 1 million de dollars est déposée le 31 mars 2017. Le jeune homme est libéré en attente de son procès. Le procès de William s'ouvre en 2018. Il est défendu par maître Wesley Stone. L'utilisation de l'arme à feu est justifiée d'une manière particulière par la défense. William a bien tiré en direction de la chambre d'Emma, mais ce n'était pas pour la tuer. Le jeune homme souhaitait effrayer son ex-petite amie afin qu'elle revienne auprès de lui. Quoi ? Tirer en direction de ton ex ? Ça pourrait peut-être la faire revenir. Il vit dans un monde de malades. À force de voir des informations, je pense sincèrement qu'il était perturbé. À quel moment elle va revenir vers toi si tu lui tires dessus? Ça n'a aucun sens. Et moi je suis juge et j'entends ça, je me dis que la défense, vous avez smoke de la weed. Mais à quel moment vous pensez que ça va passer, sérieux? Jamais, never, qui peut croire à ça? L'avocat de l'accusé présente les faits de cette manière. Mon client était son héros. Aussi fou et bizarre que cela puisse paraître, il espérait venir à son secours. Dans les jours précédant le décès, William a tenté d'entrer en contact avec Emma. Il désirait attiser les sentiments de la jeune fille envers lui. Le procureur ne croit pas à la version de l'accident. En effet, William est déjà venu à plusieurs reprises au domicile d'Emma. Il savait où se trouvait le lit dans la chambre d'Emma. L'accusé s'est placé à l'extérieur de sorte que les tirs aient un réel impact. Tout ceci n'a rien à voir avec un homicide involontaire. Le 8 mai 2018, William Riley, 19 ans, est condamné à la prison à perpétuité. C'était terminé pour lui, il allait passer la fin de sa vie derrière les barreaux. L'audience de détermination de peine intervient en septembre 2018. Il ne pourra avoir recours à une libération conditionnelle après avoir effectué 51 ans de sa peine. L'accusé n'a pas témoigné lors de son procès. Lors de cette nouvelle audience, il a toutefois présenté ses excuses à la famille d'Emma. Alex et Noah, les deux amis de William, ont estimé que cette peine était justifiée. Je n'ai pas su trouver les impressions des proches d'Emma à ce sujet. J'espère qu'ils y ont vu une forme de réconfort, à défaut d'être pleinement apaisés.
La mort d'Emma a profondément perturbé l'équilibre familial des Walker. Les parents et les autres proches de l'adolescente ont souhaité trouver un sens à sa disparition. Une sorte de collecte de fonds est organisée dans le cercle proche. Une chambre d'unité de soins intensifs néonatal de l'hôpital pour enfants East Tennessee est nommée en son honneur. La jeune fille avait exprimé le désir de devenir infirmière néonatale. Emma souhaitait prendre soin des autres, et ce, depuis le plus jeune âge. Une bourse est mise en place dans son lycée, qui lui rend également hommage. Malgré le chagrin, la famille d'Emma a appris des choses sur la jeune fille qu'elle ne connaissait pas. Des parents d'élèves ont fait part des messages aux parents parmi les condoléances. Emma était connue pour défendre des élèves subissant du harcèlement. C'était une très bonne personne. William, quant à lui, est aujourd'hui âgé de 26 ans. Il sera éligible à la libération conditionnelle à l'âge de 71 ans. Il aura passé presque l'entièreté de sa vie en prison pour le meurtre d'Emma Walker. Cette histoire est terminée et j'attends vos avis en commentaire la concernant. Est-ce que pour vous, le tueur voulait vraiment la tuer? Oui ou non? J'attends d'avoir votre avis et vos hypothèses. Sans plus attendre, maintenant, on passe directement à notre histoire bonus. Vinod et Neelam Indosha forment un couple depuis un certain temps maintenant. Ils sont indiens d'origine et ont résidé de nombreuses années en Ouganda. Ils ont été expulsés du pays par le pouvoir en place dans les années 1970, comme de nombreuses familles d'ascendance asiatique. Le président ougandais de l'époque, Idi Amin, avait une haine profonde envers les personnes originaires de ce continent et pensait qu'il détruisait le pays. Les citoyens concernés avaient 3 mois pour quitter le pays, sous peine d'être expulsés un peu plus violemment s'ils ne le faisaient pas. Le couple Indosha décide de s'établir en Suède et d'y fonder une famille. Vinod est ingénieur dans l'électronique et Neelam se trouve de petits emplois pour aider son mari à subvenir aux besoins du foyer. Elle a notamment fait de la cueillette de fruits et plein de petits boulots. Annie Indosha, leur fille, est née le 12 mars 1982 à Mariestad, en Suède. La jeune fille grandit au sein de cette même ville, où elle s'épanouit. Elle a un frère Anish et une sœur Ami. Annie est une femme souriante, brillante, que l'on qualifie également d'insouciante. Elle encourage ses proches à profiter de la vie, en chaque instant. Un truc que je dis bien souvent aussi, ouais, faut profiter de cette vie. Elle est courte, donc faut profiter de chaque instant et au mieux avec les personnes qu'on aime. En 2006, Neelam, la maman, est diagnostiquée d'un cancer de l'utérus à l'âge de 55 ans. Annie, qui se trouve à l'université, prend une année afin de pouvoir prendre soin d'elle. Il était hors de question pour elle de laisser sa mère sans assistance pendant cette épreuve terrifiante. Ici, je trouve ça magnifique le comportement de la jeune Annie. Ça nous rappelle à quel point il est important de prendre soin de nos mères. On n'en a qu'une et elle avait raison, c'est important d'en prendre soin. La mère de famille est d'une force incroyable et soutenue par ses proches, elle se bat vaillamment contre la maladie. Au fil du temps, l'état de santé de Neelam finit par se stabiliser. Et heureusement. Et quelques temps plus tard, Annie Dewani reprend et termine ses études avant de rentrer dans la vie active. Là, elle travaille en tant que conceptrice de produits. Par la suite, elle se rend en voyage d'affaires à Londres en 2009. Elle fait la connaissance de Shrien Dewani par le biais de relations communes. Ils découvrent que leurs familles ont une histoire assez similaire. La famille du jeune homme de 30 ans vivait également en Ouganda avant les expulsions. La famille Dewani s'est installée au Royaume-Uni après avoir séjourné quelque temps au Kenya, là où la famille a monté une société de maisons de retraite réputée. Les parents Prakash et Snila Dewani ont 2 autres enfants en plus de Shrien. Ce dernier demeure à Bristol, où il participe à la direction de l'entreprise avec sa fratrie, mais il dispose aussi d'un pied à terre dans la capitale anglaise. L'entreprise familiale étant prospère, le trentenaire est millionnaire. Les 2 jeunes gens apprennent à se connaître pendant le séjour d'Annie. Ils s'apprécient beaucoup et on se demande même si c'était pas le coup de foudre. Annie retourne en Suède au bout de plusieurs jours et une relation à distance se met en place entre Shrien et elle. C'est de cette manière que les sentiments amoureux vont naître. Ainsi séparés, ils n'ont pas d'autre choix que de se parler à distance. On imagine ici beaucoup d'SMS échangés et de nombreux appels. Mais après plusieurs mois, la jeune femme ne supporte plus d'être séparée de l'homme qu'elle aime. Elle pose sa démission et s'envole pour Londres où elle rejoint Shrien en mars 2010. Ce dernier demande Annie en mariage au bout de 3 mois de vie commune. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous pensez que c'est pas un peu trop rapide. En tout cas, les familles, elles, étaient très heureuses de cette décision. Le couple est parfaitement assorti, donc il n'y avait aucune raison pour qu'elles désapprouvent le mariage. Les préparatifs se mettent en place,
Le mariage entre Annie et Shrien a lieu le 29 octobre 2010 et se poursuit tout au long du week-end. Il se déroule à Mumbai, ville très importante en Inde, dans le quartier chic de Powai. Et petite anecdote, Mumbai c'était anciennement Bombay. Alors je ne sais pas pourquoi, mais le nom a changé entre-temps. Voilà. La cérémonie traditionnelle est magnifique et le lieu de réception est somptueux. Les invités sont subjugués par les festivités et les mariés sont aux anges. Une nouvelle vie s'offre à eux et c'était un véritable bonheur. Comme beaucoup de leurs proches n'ont pas pu assister à la cérémonie, Annie et Shrien envisagent d'organiser une nouvelle réception l'année suivante. Shrien va s'occuper de tout ça et prépare la lune de miel du couple. C'est décidé, le voyage aura lieu en Afrique du Sud en novembre 2010. Les jeunes mariés s'envolent pour le Cap, la capitale, et là-bas ils reprennent directement un vol afin de se rendre au parc national Kruger, qui est une réserve animalière. Ils y demeurent 4 nuits avant de retourner à la capitale. Shrien et Annie font la connaissance d'un chauffeur de taxi. Il s'appelle Zola Tongo. Et c'est lui qui va les conduire jusqu'au Cap Grace Hotel, un palace prestigieux où ils ont prévu de séjourner. Ils décident de prendre le contact du chauffeur afin de faire appel à lui pour leur prochaine visite. Le lendemain soir de leur retour au Cap, Annie et son mari ont pour projet de découvrir une taverne du township de Gugu Letu. Oui, Gugu Letu. Le nom est un peu spécial, je vous l'accorde. Ils n'ont pas choisi le nom le plus stylé, que voulez-vous que je vous dise ? Bref, ils veulent se rendre à Gugu Letu pour y passer un moment authentique. Alors pour info, c'est un coin décrit comme dangereux, là-bas il y a de la pauvreté, de la criminalité, et eux, ils veulent y passer un moment authentique. Avant de penser à cette destination, je t'avoue qu'il y avait les Maldives avant, ou je sais pas moi, des îles paradisiaques en Grèce. Enfin bon, pourquoi pas, après tout. C'était quand même très bizarre de vouloir se rendre dans un bidonville pour vivre un moment authentique. J'aimerais d'ailleurs émettre un raisonnement ici, si vous le permettez. Et je pense ici qu'ils ont dû être prévenus que ce n'était pas une bonne idée de se rendre là-bas. Donc c'est encore plus bizarre. Shrien et Annie venaient d'un milieu aisé, en particulier Shrien. Donc c'était assez dangereux de se rendre là-bas à mon sens. Comme je l'ai dit, un moment authentique dans un bidonville, c'était plutôt étrange. Le 13 novembre 2010, le couple se trouve dans le taxi de Zola Tongo. Le chauffeur les conduit dans un petit restaurant où le couple dîne en amoureux. Le couple est récupéré quelques temps plus tard et la voiture prend le chemin de Gugu Letu. Mais là, c'était pas faute de prévenir, il va se passer ce qui va se passer et c'est pas étonnant à vrai dire. Le véhicule est pris dans un carjacking à une intersection. 2 hommes armés s'introduisent dans le taxi avec de sombres dessins en tête. Le chauffeur de taxi est contraint de sortir après avoir conduit Annie et ses ravisseurs pendant 20 minutes. Le jeune marié est jeté par la fenêtre arrière du véhicule. Après que son portable lui a été arraché, ils l'ont poussé hors du véhicule. Ils lui ont aussi volé sa montre ainsi que son portefeuille. Annie est gardée sur la banquette arrière et disparaît avec les 2 inconnus. La police est contactée par un passant suite à cet événement surréaliste. Le mari n'a pas eu le temps de s'interposer afin de sauver sa jeune épouse. Le taxi était déjà parti à toute vitesse. Shrien, le jeune marié, est dans tous ses états. Et tu m'étonnes, ce qu'il vient de vivre est juste horrible. Voir celle que tu aimes se faire enlever juste devant tes yeux, j'imagine pas la sensation qu'il a dû avoir. Le lendemain, le taxi est retrouvé avec le corps d'Annie au niveau de la banquette arrière. La jeune femme a une blessure à l'arrière de la tête, causée par une arme à feu. Plusieurs objets appartenant à Annie ont été volés. Un bracelet, son sac à main ainsi que son portable. La scène de crime ressemble à un enlèvement ayant mal tourné. Annie avait seulement 28 ans au moment de sa mort. Une autopsie est réalisée sur le corps de la victime. Annie n'a pas été violentée ni agressée sexuellement. La jeune femme a des ecchymoses au niveau d'une de ses jambes, laissant entendre qu'elle s'est débattue, certainement pour quitter le taxi et retrouver son mari. Elle a été tuée par une balle dans la nuque qui a également traversé sa main. Le médecin légiste sud-africain suppose qu'Annie s'est protégée sur la banquette arrière alors que l'assaillant armé tournait son arme dans sa direction. Donc ici, il faut imaginer la victime dans cette posture, en train de se protéger de cette balle qui se pointe vers elle. Mesquina, à ce moment-là, je pense qu'elle savait que c'était terminé. Après ce terrible événement et la découverte de la mort d'Annie, l'enquête débute avec l'examen du taxi dans lequel le corps d'Annie a été retrouvé. Une empreinte de pomme isolée est analysée. Elle appartient à un homme nommé Xolil Mjeni.
Et d'ailleurs ici, m'en voulez pas pour certains prénoms. Ils sont plutôt très durs à prononcer, donc m'en voulez pas. Et d'ailleurs, restez bien focus, histoire de pas s'y perdre avec tous ces prénoms. Donc Xolil Mdjeni est interpellé le 16 novembre, 3 jours après le décès d'Annie. L'homme est filmé au cours de son interrogatoire, durant lequel il reconnaît avoir participé au carjacking du taxi, de vol à main armée et d'enlèvement. Xolil révèle le nom de son complice, Mziwamadoda Kwabe, dans l'attaque du véhicule. Il indique que ce dernier a tiré sur Annie, alors que la jeune femme luttait pour conserver son sac à main. Ici, je pense que malgré le danger, elle voulait coûte que coûte garder son sac pour appeler la police. Je pense que sur le coup de la peur, on ne réfléchit pas trop et elle a voulu absolument garder ses effets personnels. Elle a dû dire que même si elle cédait, ce serait foutu dans tous les cas. Mziwamadoda Kwabe est arrêté le lendemain de l'interpellation de Xolil Mdjeni. L'homme affirme qu'il a été engagé à l'initiative d'un homme désireux de se débarrasser de son épouse. Un réceptionniste de l'hôtel où séjournait le couple, Monde Mbolombo, est également entendu par les policiers. Il semble avoir participé au fait d'une certaine manière, sans que son rôle ne soit véritablement défini. Mziwamadoda Kwabe, Xolil Mdjeni et Monde Mbolombo se seraient rencontrés en prison suite à une demande des intéressés. Donc déjà, ce petit rassemblement de ces trois mêmes individus, c'était encore plus bizarre. Le chauffeur de taxi Zola Tongo est arrêté par la police, après qu'on ait découvert qu'il avait reçu de l'argent de la part de Shrien, peu de temps après le drame. Il révèle avoir été payé une somme d'environ 1500 livres pour organiser cette excursion ainsi que l'attaque. À partir de ce moment, on sait que la mort d'Annie n'a pas eu lieu de manière accidentelle. Sa mort était prévue, tout était calculé. Le corps d'Annie Dewani est rapatrié au Royaume-Uni le 17 novembre après l'accord des autorités sud-africaines. Les funérailles de la jeune femme interviennent le 21 novembre en présence de ses proches. La plupart avaient assisté à son mariage, à peine un mois auparavant. Donc autant vous dire que le choc était immense. Annie Dewani est incinérée et ses cendres récupérées par sa famille. Les cendres seront dispersées 6 mois après les faits à Maristad, la ville où la jeune femme a vu le jour et grandi pendant plusieurs années. Shrien retourne également au Royaume-Uni après la mort de son épouse. Le jeune veuf est dans un triste état. Il souffre d'une forme de stress post-traumatique. Shrien bénéficie d'un soutien médical, en plus de celui de sa famille. Il fait déjà l'objet d'accusations, ce que son frère Prayen rejette avec virulence. L'homme est cependant arrêté le 7 décembre 2010 à Bristol par des agents de l'unité d'extradition. Les 3 suspects sud-africains le désignent formellement comme l'instigateur de l'opération. Les autorités sud-africaines souhaitent le traduire en justice dans l'affaire du meurtre de sa femme. La famille et l'avocat de Shrien le soutiennent par rapport à la situation. Pour eux, l'homme n'a pas pu organiser un tel plan. La mort de sa femme l'a mis dans un terrible état psychologique, donc ça ne pouvait pas être lui. C'est ce que sa famille pensait, mais c'est un peu trop facile du coup. Pendant ce temps-là, la justice d'Afrique du Sud poursuit les 3 hommes impliqués dans le crime. Zola Tongo plaide coupable de meurtre en décembre 2010. Et il est condamné à 18 ans de prison. Lors de sa détention, il se tient parfaitement. L'homme est finalement placé sous liberté conditionnelle le 21 juin 2022, après avoir effectué 12 ans de sa peine. Zola Tongo avait tenté de sortir 2 années auparavant, mais la famille d'Annie s'y était opposée. L'homme doit se tenir à un quotidien et une hygiène de vie stricte établie par la justice. Il poursuit sa détention à domicile et doit faire des travaux d'intérêt généraux. Il lui est interdit de consommer de l'alcool et la moindre drogue. Le chauffeur de taxi Zola Tongo devra aussi être suivi par un psychologue. Sa libération va très mal passer du côté de la famille Indosha. L'homme avait encore 6 années de prison à faire, mais il est déjà sorti. Pour Ashok Indosha, l'oncle d'Annie, cela était un affront. C'est dire aux criminels sud-africains que quoi qu'il arrive, ils pourront sortir bien avant la fin de leur condamnation. Avec son frère Vinod, il était venu à la rencontre de l'homme en prison, afin de lui poser des questions. Les entretiens avec les 3 hommes n'avaient mené à rien. Ça n'a strictement servi à rien. Ici, quand on sait que la famille d'Annie réside en Suède, c'était un sacré voyage que Vinod et Ashok entreprenaient pour aller en Afrique du Sud. Je ne sais pas s'il y a eu plusieurs voyages de ce type et s'il y a eu plusieurs rencontres avec Zola Tongo. Mais ici on peut souligner le courage de la famille. C'est sans rappeler Nilam, la maman d'Annie, qui malgré son cancer et la contre-indication des médecins, avait assisté à des audiences du procès de Shrien. Concernant Mziwamadoda Kwabe, il plaide coupable à son tour en août 2012 pour meurtre.
enlèvement, vol et possession illégale d'armes à feu. Il sera condamné à 25 ans de prison. Il devait être jugé conjointement à Xolil Mgeni, mais ce dernier ayant de graves soucis de santé, un procès a eu lieu pour lui seul. Xolil Mgeni est jugé et reconnu coupable de meurtre en novembre de la même année. L'homme a été diagnostiqué d'une tumeur au cerveau en 2011. À ce moment, il était déjà en détention préventive. L'état de santé de Xolil se dégrade en juin 2014. Sa demande de libération pour raison médicale est refusée le mois suivant. L'homme va finir par mourir le 18 octobre 2014 à la prison de Goodwood au Cap. Le comportement de Shrien suite à la mort de son épouse est à se poser de nombreuses questions. On a parlé un peu plus tôt de l'argent donné au chauffeur de taxi, ce qui est déjà une action suspecte. Shrien s'était inscrit en 2004 sur un site pour faciliter les rencontres entre hommes. L'homme n'a pas cessé de consulter le site de rencontre, alors qu'il était en lune de miel et même un jour après la découverte du corps d'Annie. Il continuait de se connecter les jours suivants. Des témoignages révèlent que Shrien a eu recours à des prostituées hommes, alors qu'il était déjà engagé auprès de celle qui deviendra son épouse. On imagine à ce moment-là un scénario où le jeune marié souhaitait se débarrasser d'Annie, ne supportant pas sa nouvelle situation maritale. Ici, on est vraiment dans une histoire de dingue. Ça fait 2 semaines qu'elle est morte, t'es censé être le plus triste au monde, et toi, tu penses déjà à la remplacer. Si ça, c'était pas bizarre, dites-le moi. Quand je vous disais que cette affaire est un putain de bourbier, eh ben c'est pas pour rien. Cette affaire est remplie de vices, de mensonges, de tromperies. Enfin, il y a beaucoup de choses vraiment sombres. La justice sud-africaine souhaite rapatrier Shrien sur son vol en vue d'un procès. Il est accusé d'enlèvement, assassinat et vol avec circonstances aggravantes. L'intéressé refuse cette situation. Il ne veut pas faire de procès. Et de toute façon, pour lui, il n'était pas en état de le faire. La Haute Cour de justice de Londres bloque la procédure en mars 2012, compte tenu de la fragilité de l'accusé. Shrien est extradé vers l'Afrique du Sud le 7 avril 2014, ce qui est un soulagement pour la famille d'Annie. L'homme était hospitalisé à Bristol et avait entrepris des démarches pour ne pas avoir à retourner en Afrique du Sud. La Haute Cour de Londres a accordé l'extradition du trentenaire à condition qu'il soit renvoyé au Royaume-Uni si sa santé venait à se détériorer. Les 3 hommes impliqués dans le carjacking, les 2 assaillants et le chauffeur de taxi, doivent témoigner au cours de l'audience de Shrien Dewani. Mandé Mbolombo, le réceptionniste de l'hôtel Capgras, fait également partie des témoins. L'homme a obtenu une immunité pour son témoignage. Il est dévasté par ce qu'il a fait, lui qui avait assuré être innocent au départ. Shrien, quant à lui, est accompagné d'un médecin et d'une infirmière jusqu'au Cap. S'il est directement conduit au tribunal pour audience, il ne supporte pas cette situation. L'avocat de l'accusé met en avant dès le départ que son client est bisexuel et qu'il a entretenu des relations tarifées avec des hommes. Malgré cette information, il refuse de concéder que son client n'aimait pas son épouse. Ici, pour eux, il ne s'agissait en aucun cas d'un mariage arrangé. Annie et Shrien se sont rencontrés par le biais d'amis et ils ont maintenu le lien pendant des mois avant que la jeune femme ne vienne vivre à Londres. Mais la double vie de Shrien est révélée. Il a eu recours à des prostituées hommes alors qu'il était en couple avec Annie. L'accusé aurait caché cette part de sa vie car il venait d'une famille hindoue conservatrice. Shrien est notamment habitué à consulter un site de rencontre, sur lequel il a un profil depuis de nombreuses années. Son activité en ligne est détaillée, en particulier dans les jours précédents et suivants le sort d'Annie. La famille de cette dernière est sous le choc. Et tu m'étonnes après tout ce qu'ils viennent de découvrir. Qui ne le serait pas sérieux? C'est tout simplement choquant. Ta fille qui a été trompée, manipulée, tuée... C'est beaucoup trop. La famille est persuadée que la jeune femme n'aurait jamais épousé Shrien si elle avait été informée de tout ça. L'accusé est incapable de témoigner au cours de son procès. Il est transféré à l'hôpital psychiatrique de haute sécurité de Valkenberg de la ville. La nouvelle audience est reportée au 12 mai. L'affaire dans les médias est relayée comme le meurtre à la lune de miel. Quand l'audience reprendra un peu plus tard dans l'année, on revient sur l'épisode durant lequel Shrien Dewani aurait donné de l'argent à Zola Tongo. Rappelez-vous, quand il a donné de l'argent au chauffeur de taxi, Zola Tongo. Pour moi, ce geste, c'était la goutte de trop. Il était évident que le chauffeur de taxi avait un rôle dans cette histoire, surtout après avoir reçu cette somme d'argent. Si l'homme renseigne qu'il s'agit du paiement pour la participation dans la mort d'Annie, ce n'est pas ce qu'affirme la défense de Shrien. Ce dernier avait payé ce qu'il devait au chauffeur de taxi, qui avait fait plusieurs courses pour le couple. Le fait qu'il lui ait donné de l'argent après la mort d'Annie était entre guillemets une mauvaise coïncidence. Effectivement,
Voir le mari d'une victime de meurtre donner de l'argent à un autre homme peut porter à confusion. Mondé Mbolombo, le réceptionniste de l'hôtel, prétendait au départ n'avoir joué aucun rôle dans cette affaire. Malheureusement, ou plutôt heureusement, il est rattrapé par sa conscience. Il se sent terriblement coupable d'avoir participé au complot visant Annie Dewani, et il va supplier le mari de révéler ce qu'il a fait. Shrien n'avouera rien. Il n'avouera absolument rien. Neelam Indosha, la maman d'Annie, se remettait tout juste de son cancer quand elle a su ce qui était arrivé à sa fille. La mère d'Annie assiste à quelques audiences lors du procès de son gendre. Les médecins l'ont invitée à se ménager pendant cette période, mais il est impossible pour elle de ne pas faire face à cette situation. La mère d'Annie est d'ailleurs terriblement choquée face aux déclarations de l'avocat de Shrien au sujet de l'état de santé de son client. Elle déclare d'ailleurs la chose suivante. L'avocat de Shrien n'arrête pas de dire sa santé, sa santé, sa santé. Est-ce qu'il pense à notre santé? Shrien Dewani, longtemps considéré comme suspect, est innocenté le 9 décembre 2014. L'opinion publique est divisée face à cette décision. Le juge a estimé que les preuves de l'implication de Shrien étaient insuffisantes, en particulier le témoignage de Zola Tongo. La famille d'Annie n'accepte pas ces explications. Elle est toujours en attente de réponses concernant certains faits. Des téléphones portables utilisés par les suspects n'ont jamais été retrouvés, ce qui aurait peut-être été crucial pour l'enquête. Personne ne comprend pourquoi Annie a été tuée. Mondo Mbolombo est déclaré non coupable des accusations portées à son encontre en 2014. Le tribunal sud-africain indique qu'il a été piégé. L'homme revient sur ces faits bien plus tard, dans un documentaire retraçant les étapes de l'affaire. Il n'est pas capable d'expliquer pourquoi il a fait ce qu'il a fait, et il est loin d'être fier. Il a pu bénéficier d'une immunité grâce à l'aide qu'il a apportée à la police. Ici, je suis assez dubitatif concernant le rôle de ce quatrième homme. Il ment en prétendant n'avoir rien fait, puis ensuite il va dire qu'il a fait finalement des choses. C'est tellement pas cohérent, pourquoi il aurait menti de la sorte? Enfin bon, la famille d'Annie est toujours aujourd'hui en attente de réponse. Entre les Sud-Africains impliqués et le veuf, elle est persuadée que de nombreux éléments ont été passés sous silence. Elle a lancé plusieurs appels à Shrien afin de comprendre, mais ses demandes sont restées sans réponse. Le mari d'Annie n'a plus voulu rencontrer les proches de son épouse. Il n'a parlé d'elle qu'une fois publiquement, après que la juge ait statué de son innocence. Shrien Dewani a retrouvé l'amour auprès d'un photographe brésilien, après avoir été blanchi de toute accusation. Il s'est rendu avec son nouveau conjoint à Mumbai, ville même où il avait célébré son mariage avec Annie quelques années plus tôt. Ici, je trouve que c'est un peu glauque de retourner dans la même ville où il a fait son mariage avec Annie. Soit c'était une destination de prédilection, soit il en avait strictement rien à foutre. Perso, si un tel drame s'était produit, t'as trop de souvenirs qui remontent à la surface. Tu peux pas faire ça dans le même lieu. Lui, il faut croire qu'il s'en foutait. La famille Indosha apprend d'ailleurs le voyage entrepris par Shrien et son nouveau conjoint. C'est un déchirement de savoir vers quelle destination le couple s'est envolé. Le père s'exprime à ce sujet. Il est allé à Mumbai avec son petit ami. Et cela nous fait très mal. C'est là que Annie l'a épousé. J'aurais pensé qu'il garderait cette place dans son cœur. Surtout pour se souvenir. Mais non. Il y va avec son amant et le fait parader. Je déteste le jour où il l'a épousée. Et je ne pourrai jamais voir Mumbai avec les mêmes yeux. Shrien avait demandé la main d'Annie à son père. Et il lui avait assuré qu'il n'y aurait pas de relation sexuelle avec sa fille avant le mariage. La démarche de l'époque prend un autre sens aujourd'hui, maintenant que des révélations sont tombées au cours du procès. Si la famille a accepté la décision de la justice, comme quoi Shrien n'avait rien à voir avec le meurtre, elle ne comprend pas pourquoi l'homme n'a jamais pris le temps de venir à leur rencontre. La perte d'Annie est un déchirement, et la plus simple activité lui rappelant la disparue est difficile. L'homme s'est toutefois exprimé par le biais d'une lettre transmise au coroner de Londres en novembre 2016. Il réitère ses dires par rapport aux personnes impliquées dans le carjacking du taxi où il se trouvait avec son épouse 6 années auparavant. Pour lui, jamais il n'a planifié la mort d'Annie. Ils ont tenté de le piéger. Il écrit qu'il est lui-même dans le questionnement suite aux événements survenus ayant conduit à la mort d'Annie et a le même ressenti que la famille de cette dernière. Les 3 accusés ont passé des accords avec les autorités pour bénéficier de réduction de peine contre des preuves tangibles contre lui. Shrien avait été innocenté car les preuves n'ont pas permis une inculpation. Il est donc toujours en liberté et mène une vie paisible comme si toute cette histoire n'avait jamais existé. Ainsi se termine l'histoire d'Annie Dewani. Et je vous avoue que je suis assez frustré en fait.
On n'a pas toutes les réponses à nos questions dans cette affaire et c'est assez frustrant. Sachant que le mari tout au long de l'histoire se comporte de manière très bizarre, il y a des choses qui ne sont pas claires, qui restent encore aujourd'hui dans le flou. Ici, j'aimerais avoir vos avis concernant le mari d'Annie Dewani. Pour vous, a-t-il tué sa femme, oui ou non? J'aimerais avoir votre position là-dessus, en commentaire. Perso, je vous avoue que j'ai des gros doutes, j'ai l'impression qu'il s'est sorti d'un truc mais tellement énorme, alors je sais pas comment il a fait, enfin, j'ai ma petite idée, ou plutôt j'ai mes petites hypothèses, dites-moi ce que vous en pensez. Alors pour moi, j'ai l'impression qu'il a commandité le meurtre, qu'il l'a tué, et que dans cette affaire, il y a pas mal de corruption, d'argent, et que ce mec a totalement le pouvoir sur cette affaire. Voilà ma position. Alors peut-être que je vais très loin, mais je sais pas, c'est ce que je ressens au fond de moi. Dites-moi ce que vous pensez de mon hypothèse. En tout cas, pour moi, le mari n'est pas du tout sain. Enfin bref, je vais pas trop spéculer et je vais vous laisser avoir votre propre avis sur cette affaire. En tout cas, j'ai hâte d'avoir vos avis et qu'on puisse en débattre tous ensemble dans les commentaires. Et concernant les familles, j'espère qu'ils vont réussir à se remettre d'un tel drame. Perdre sa fille sans même savoir la raison exacte de pourquoi elle a été tuée, il n'y a rien de pire. Au fond, je pense qu'on veut tous savoir la vérité en fait. Parce que rester dans le mystère, je pense qu'il n'y a rien de pire. Enfin bon, cette vidéo touche à sa fin et il est temps pour moi de vous laisser. C'était un plaisir d'être avec vous aujourd'hui et de vous partager cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui sont toujours là, venez me faire un petit coucou sur mon Instagram Mogota-sama. Je vais essayer de répondre à un maximum de personnes juste après cette vidéo. Promis. Et peut-être qu'on aura une petite discussion, vous et moi, bande de fourbes. Enfin bon, prenez bien soin de vous et vos proches et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. C'était Mogota.